Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 28 décembre et nous venons de l'apprendre. La disparition de l'archevêque émérite de Monaco, Monseigneur Barsi n'est plus, il a été victime d'un arrêt cardiaque le 24 décembre. Comment va se dérouler le réveillon du côté du casino? Quelle est la clientèle de cette fin d'année pour la SBM? Avec nous pour y répondre, le directeur des opérations de la Société des Bains de Mer. En basket, la Roca Team a à peine le temps de savourer sa victoire hier au soir face à Fos-sur-Mer, 97-53, et c'est déjà reparti pour un tour en Euroleague avec la réception des Lituaniens de Kaunas ce jeudi. Des boxeurs professionnels monégasques, ça ne court pas les rues, il n'y en a d'ailleurs qu'un. Hugo Mikalev sera avec nous pour nous parler de son évolution, de son dernier combat la semaine dernière et de ses projets en 2023. La compagnie des ballets de Monte-Carlo est en pleine représentation au Grimaldi Forum avec Faust, un homme qui a signé un pacte avec le diable. Et enfin, si vous n'êtes pas arrivé à faire une crise de foi avec les repas de fête, on va vous aider à y parvenir en vous présentant quelques gourmandises, qu'elles soient salées ou sucrées, des gourmandises proposées au marché de Noël. Je vous le disais en titre, une triste nouvelle que nous venons d'apprendre, la disparition de l'archevêque émérite de Monaco, Monseigneur Barsi. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Sa famille est restée auprès de lui jusqu'au bout, jusqu'à son dernier voyage. Yannick de Bever, Monseigneur Barsi, a été présent lors de tous les grands événements de la vie monégasque depuis une vingtaine d'années. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Monseigneur Bernard Barsi nous a quittés ce mercredi 28 décembre, peu avant 17 h, des suites d'un arrêt cardiaque survenu le 24 décembre dans la ville de Nice où il résidait. Il avait 80 ans. Archevêque de Monaco pendant 20 ans, entre 2000 et 2020, Monseigneur Bernard Barsi aura pris part à travers ses fonctions aux grands événements qui ont marqué ce début du XXIe siècle en principauté. Les obsèques du prince Régnier III en 2005, puis l'avènement du prince Albert II quelques mois plus tard. La célébration également de la cérémonie religieuse du mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène. C'était en juillet 2011 avec ensuite le baptême du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella au mois de mai 2015. Sans oublier les célébrations de la fête nationale ou encore celle de la sainte patronne de Monaco et du diocèse Sainte-Dévote. Il aura aussi multiplié les actions pour que l'Agora, maison diocésaine, voie le jour. En lien avec sa famille, l'archevêché communiquera dès que possible les indications pour les funérailles de Monseigneur Barsi. L'ensemble de la rédaction présente évidemment ses condoléances à la famille et aux proches de Monseigneur Barsi. Sans transition, lorsque l'on pense réveillon en principauté, plusieurs lieux peuvent vous venir à l'esprit, mais il faut reconnaître qu'il y en a un qui sort du lot instantanément, à la place du casino. Et que ce soit pour le réveillon ou plus largement pour les fêtes de fin d'année, la SBM a organisé de nombreux événements. Pour nous en parler, nous sommes avec le directeur des opérations de la Société des Bains de Mer, Pascal Camia, bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le détail, première question tout simplement, comment allez-vous et comment vont les employés de la SBM? Vous êtes prêts pour affronter là, le réveillon du 1er janvier? Ah ben oui, on commence à se préparer. Ce sont les jours et les soirs d'échauffement, on va dire. Notre clientèle va nous rejoindre aux alentours du 28-29 en plus grand nombre. Elle est déjà un petit peu là, mais c'est vraiment le 28, 29, 30 qu'elle viendra chez nous. Et on est fin prêt pour la recevoir. Quelles sont les manifestations alors, qui ont été organisées et qui seront organisées par la SBM pour les fêtes de fin d'année de manière générale ? Alors tout d'abord, le fait marquant et important, c'est une animation beaucoup plus importante sur la place du casino que les 2 dernières années. Nous avons installé un sentier de roller, un chalet de Noël, où sur la terrasse de ce chalet de Noël, l'équipe de la brasserie du Café de Paris sert chocolat chaud et gaufres à nos clients, petits et grands, pour... vous donner un ordre d'idée, c'est environ 500 clients par jour qui profitent de ce bel emplacement. On a même eu un pic de 1000 clients sur le 25 décembre. D'accord. Que va-t-il se passer le 31 décembre au soir, là, du côté du casino? Ça va être la fête, j'imagine. Alors là c'est aussi un fait marquant parce que nous n'avons pas connu ce passage à la nouvelle année depuis 2 ans. Et grâce au service de la direction de la sécurité et de la sûreté, en collaboration avec les services de l'État bien sûr, et notamment la sûreté publique, nous allons pouvoir accueillir jusqu'à 3500 personnes en toute sécurité pour ce passage à la nouvelle année. C'est toujours une ambiance particulière, hein, le réveillon du 1er janvier. Racontez-nous un peu
Ben justement, quelle est cette ambiance assez magique, place du Casino? Alors, place du Casino et dans les établissements alentours, comme vous l'avez dit, on se prépare et on va être prêt pour divertir nos clients dans les établissements hôteliers et dans les établissements de casino où nous avons toutes les équipes artistiques prêtes pour, avec de la musique live, avec des DJ, avec des danseuses pour animer ce moment effervescent de l'année où là, pour la première fois depuis quelques années, nous aurons 3500 personnes à animer et à divertir, qui ensuite se rendront dans nos établissements, car nos établissements sont des lieux de divertissement, notamment les salons du casino, et là nous sommes prêts bien sûr à les accueillir. Quelle clientèle avez-vous en fin d'année? Ce sont les mêmes nationalités, c'est la même clientèle que le reste de l'année ou c'est une clientèle particulière? Alors c'est essentiellement une clientèle européenne, c'est une clientèle de moyen courrier. Deux clientèles sont plus particulièrement présentes, c'est la clientèle française et la clientèle italienne. Nos amis transalpins aiment beaucoup cette période de l'année pour se rendre à Monaco. C'est une période économiquement importante pour la SBM cette fin d'année, j'imagine. Il y a des frémissements de joueurs compulsifs en cette période. Les hôtels sont pleins. Que peut-on dire de cette période et de la fréquentation de la SBM? Alors oui, nous prévoyons de faire complet dans les hôtels, notamment l'hôtel de Paris et l'hôtel Hermitage. Nous approchons le complet au Monte Carlo Bay. Nos salles iconiques, la salle Belle Époque, la salle Empire, la salle des Étoiles également feront complet. À la salle des Étoiles, nous attendons notamment 600 couverts, dont 250 clients en jeu. Donc il faut toujours donner des occasions à notre clientèle jeu, notamment venir à Monaco pour se divertir. Et donc là, c'est l'occasion rêvée avec le concert Queen Machine Symphonique. Pascal Camia, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie Fabien, merci beaucoup et bonne fin d'année. Merci beaucoup. Parlons basket à présent. La Roca Team a remporté ce mardi soir son 12e match de Betclic Elite cette saison face à Fos-sur-Mer. Un succès qui permet aux Monégasques de prendre seul la tête du classement au terme d'une rencontre largement dominée, 97 à 53. C'est Matthew Strazel qui a obtenu la meilleure évaluation grâce à ses 15 points et ses 7 passes décisives. Un match en chasse un autre. Ce jeudi, les Lituaniens de Kaunas arrivent à Gaston-Médecin pour la 16e journée de l'Euroleague. Yannick Debever vous présente le contexte et les enjeux de cette rencontre. Une belle victoire collective face à Fos permet sans doute à la Roca Team d'aborder ce nouveau match d'Euroleague avec sérénité. Ce jeudi, c'est le Žalgiris Kaunas qui vient rendre visite à Monaco. Une équipe joueuse qui reste sur 2 victoires face au Real Madrid et au Bayern Munich. L'objectif pour les Monégasques, c'est de rester dans le groupe de tête de la compétition. Actuellement, 5 équipes se partagent la première position, symbole d'une saison plus dense que jamais. Je pense que ça va être un match assez compliqué. C'est une équipe qui joue très bien au basket. Et on le sait que nous, si jamais on n'a pas le bon état d'esprit, sur 40 minutes, c'est le dernier match Milan par exemple, on a fait un très bon match, mais seulement sur 3 quarts temps. Il faut être sérieux sur 40 minutes. Et en Euroleague, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Et ça, on l'a encore prouvé contre Milan la dernière fois. Et là, il va falloir être sérieux. Le duel à scruter attentivement se situera au poste de meneur. Mike James aura face à lui le MVP de la dernière journée, Keenan Evans. 2 meneurs scoreurs qui tournent à 18 et 16 points de moyenne. Face à Milan, la Roca Team n'avait pas seulement perdu le match, elle avait aussi perdu de nouveau un joueur clé. Suite à une entorse de la clavicule, Jordan Lloyd est contraint à l'arrêt 3 semaines de plus. Une perte conséquente tant le talent et la capacité d'organisation de l'arrière américain est importante dans cette équipe. Mise en route par Sacha Obradovic ce mardi face à Fos, Matthew Strazel a prouvé au coach serbe qu'il pouvait être un remplaçant de choix sur la base arrière monégasque. Dans cette période où les blessures ont tendance à s'enchaîner, la gestion de l'effectif est un point primordial pour le staff. Ce jeudi, les Monégasques vont jouer leur 11e et dernier match du mois de décembre. L'objectif pour la Roca Team, c'est donc de terminer en beauté cette année 2022 historique pour le club monégasque.
La Roca Team face à Kaunas, une rencontre qui sera en direct sur Monaco Info à 21h. Je vous donne un deuxième rendez-vous, toujours en direct, le 8 janvier à 17h. Mais cette fois en Betclic Elite, la Roca Team recevra Paula Cortez pour la 16e journée du championnat de France. Notre deuxième invité représente dignement la principauté. Nous vous faisons vivre régulièrement ses combats sur Monaco Info. Il a été boxeur amateur avec 130 combats. Il est depuis passé chez les pros et en 5 combats, il est tout simplement invaincu. Le monégasque Hugo Mikalev est avec nous. Voici son entretien. Hugo Mikalev, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Je suis ravi d'ailleurs d'être à vos côtés parce que je vous ai suivi depuis que vous êtes tout petit, une dizaine d'années. J'ai pu voir comme ça votre évolution. Est-ce que vous-même, vous avez vu votre évolution? Vous vous êtes vu évoluer du petit gamin qui frappait comme ça dans un sac à une douzaine d'années à maintenant combattant professionnel? C'est vrai que ça a été une longue épopée, je dirais, mais finalement, dans ma tête, j'arrive pas à faire le lien entre le tout début et maintenant. J'ai l'impression que ça s'est passé en une fraction de seconde. Ça a été tellement frénétique que finalement, j'ai l'impression que à la première fois où on s'était rencontrés pour ma première interview et maintenant, il s'est pas passé tant de temps que ça. Ouais. Alors que si, en réalité, j'ai fait énormément de choses, il y a eu énormément de progression, de haut, de bas. Ouais. Donc, beaucoup de haut, hein, beaucoup plus de haut que de bas, honnêtement. Honnêtement, beaucoup plus de haut, mais il y a aussi beaucoup de bas qui sont plus backstage, je dirais, que pas beaucoup de gens connaissent, évidemment, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on va beaucoup mettre en avant. Oui, parce que c'est des sacrifices, c'est du boulot constamment. Quand d'autres copains de votre âge font la fête, vous, faut bosser, c'est ça? C'est ça. En fait... ça fait partie des bas, oui, mais les sacrifices sont toujours compliqués. Je sais que c'est le premier Noël que je fais avec mes parents depuis 4 ans. J'ai pas fait un seul Noël avec mes parents, ni un seul Nouvel An avec mes amis. Je les ai vus partir à Cancun, je les ai vus partir à Bali, etc. Et moi, j'étais chez moi en train de m'entraîner, ou aux Canaries, ou ici à l'époque où j'étais encore ici. Mais finalement, en fait, je le regrette pas du tout. Et cette peine que j'ai, elle me dure vraiment le temps de la vidéo qu'on m'envoie. Mais après, instantanément, dès que la vidéo est quittée, en fait, je suis tellement content je suis tellement content de faire ce que je fais. C'est comme j'ai toujours dit, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé, d'être professionnel et d'être à ce moment-là de ma vie. Et je veux être beaucoup plus haut, honnêtement. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire ça. Donc non, je le regrette pas. Et je suis triste sur le moment, mais c'est tout. Vous venez d'employer le mot professionnel, 5 combats professionnels, 5 victoires. Ça y est, vous êtes lancé là? Oui, là je suis lancé. On est très heureux, l'équipe est contente de ma progression. C'est vrai qu'on a pu faire 5 combats cette année, donc c'est en 1 an, c'est pas mal. C'est ce qui se fait. C'est une fréquence assez rapide dans le monde professionnel, en tout cas en France et autour. Avec un super promoteur de luxe en plus. Voilà, ouais. Honnêtement, en fait, c'est le meilleur promoteur du monde et je le dis pas que parce que j'ai été recruté, mais aussi parce que... Très réputé en tout cas, oui. Ouais, parce que ça a été le promoteur de Mohamed Ali, c'était le promoteur de Floyd Mayweather à la période où il commençait sa carrière. De tous les boxeurs que les aficionados sont en tête finalement, c'est eux qui les ont eus. Donc en fait, vraiment, ça fait des années, c'est le promoteur le plus vieux de la boxe et qui a eu le plus de boxeurs de renom. Donc c'est... de fait, un des meilleurs promoteurs du monde, si ce n'est le meilleur. Donc oui, je suis vraiment aux anges d'être avec eux et on a fait un super début de carrière. Vous n'avez que 24 ans, début de carrière, vous venez de le dire. 130 combats amateurs, 114 victoires, 5 combats professionnels, 5 victoires. Comment peut-on, à 24 ans, tenir la route et enquiller autant comme ça de combats? Faut être passionné déjà. Ouais, faut être passionné. Et puis moi, c'est ce que je dis des fois à ma mère, parce que ma mère, forcément pour elle, même pour mon père, mais évidemment, mais pour ma mère, c'est compliqué. Elle me regarde pas boxer. Et c'est vrai que elle me regarde pas boxer. Et puis des fois, je la sens perturbée par le fait que je prenne des coups. Que par exemple, je suis revenu, là, j'ai déjà cicatrisé, fatalité, mais j'avais une ouverture à mon dernier combat. C'était rien, mais c'est vrai que pour une maman, je pense que ça peut être compliqué. Ouais, c'est difficile quand on est petit de faire autant de combats, un rythme aussi élevé, de s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. Ouais, c'est fatigant, c'est compliqué, mais en fait, je me vois pas faire... C'est pas que je me vois pas faire autre chose, c'est qu'à part ça,
Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être né pour ça en fait. C'est ça le truc. Racontez-nous votre dernier combat qu'on a diffusé en direct sur Monaco Info, c'était la semaine dernière. Le 5e combat, comment ça s'est passé? C'était facile, difficile? Racontez-nous de l'intérieur comment vous l'avez vécu. En toute honnêteté, c'était mon combat le plus simple des 5 professionnels. Je ne parle pas de ma partie amateur et olympique évidemment, mais mes 5 combats professionnels, ça a été le plus facile, si je puis dire, parce que c'est jamais facile un combat, ça reste de la boxe et le moindre coup, je veux dire sur un coup, que l'adversaire soit plus faible que moi ou pas. Avec pourtant un gaucher en face, hein, c'est ça? Voilà, un gaucher, c'est compliqué en plus. Un gaucher, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas l'habitude parce qu'il y a beaucoup plus de droitiers. Je veux dire, c'est logique dans le monde, il y a plus de droitiers que de gauchers. Donc, je boxe. Il faut se réadapter en fait. Il faut se réadapter, il faut faire une stratégie complètement différente. En fait, on boxe vraiment en miroir. C'est-à-dire que normalement, un droitier, bon, ben, on sait comment on le boxe. Mais là, c'est vraiment le miroir d'un droitier parce qu'il a la garde inversée. Donc c'est vraiment compliqué d'appréhender ça. Donc c'était un gaucher, il avait aussi beaucoup plus d'expérience que moi, il avait 31 ou 32 combats, j'en avais que 4. Et donc c'était un challenge, c'était une étape à passer. Le fait est que je l'ai bloqué complètement avec mon style de boxe qui est un peu compliqué aussi à appréhender, je suppose, pour mes adversaires. Donc je l'ai vu dès le premier round qu'il a été complètement figé et bloqué. Et en fait, vu que je boxe beaucoup en contre, il sentait qu'il ne pouvait pas se jeter sur moi, il sentait qu'il ne pouvait pas m'attaquer. Il avait peur de casser les distances. Voilà, il avait peur, il était beaucoup plus petit que moi, donc il est obligé de casser la distance, mais en même temps, c'est très compliqué face à quelqu'un qui est grand comme moi et qui est vif de coup d'œil. Et donc, du coup, il a vite vu qu'il était bloqué, et il est resté bloqué du 1er au 6e sans trouver et sans chercher beaucoup la solution au final, j'ai l'impression. 2023, ça va être une année chargée là? Il y a beaucoup de combats prévus. En fait, j'ai 5 combats en 2023 à faire, c'est déjà acté. Donc 5 combats, donc c'est une année aussi chargée que l'année dernière finalement, mais donc chargée parce que cette année que je viens de finir était déjà compliquée, rude en termes de rythme. Donc oui. Avec le prochain, c'est en mars, c'est ça? Le prochain, c'est censé être le 18 mars aux Bahamas. Rien n'a été signé pour l'instant, mais c'est en bonne voie. Charles Leclerc, c'est un de vos meilleurs potes. Faut reconnaître que vous êtes une belle génération hein, quand même, tous les deux. Vous vous tirez la bourre à celui qui va être le premier champion du monde ou pas du tout? Non, on ne se tire pas la bourre parce que déjà, je pense qu'on se souhaite tous deux d'être le premier. Donc moi, je lui souhaite vraiment d'être le premier. Il y a un potentiel tous les deux, hein, en plus. Ouais, moi je pense, je parle pour moi en tout cas, lui, je suis sûr qu'il a le potentiel. Moi, je pense l'avoir aussi. Mais on se tire plus. Non, on se tire pas la bourre. Moi, j'espère qu'il va l'être en premier. Et lui, je pense qu'il espère que je le serai avant lui. Il n'y a pas de compétition entre nous, vraiment pas. Là, qu'allez-vous faire pour le réveillon? C'est la fête, c'est le repos. Comment vous allez passer le passage de 2022-2023? Non, le passage 2022-2023 va être vraiment... Alors pour moi, c'est du relax. Mais en fait, tout ce qui n'est pas entraînement, pour moi, c'est relax. Donc c'est-à-dire que même si je vais faire la fête, ça sera relax. Parce que moi, déjà, je ne suis pas excessif quand je fais la fête. Et en fait, ça me permet même mentalement de m'évader parce que je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis toute l'année aux Canaries tout seul. Je ne me suis pas fait d'amis là-bas, je n'en ai pas cherché. Parce que je veux vraiment être concentré dans mon domaine. Donc là, oui, on part à Londres ensemble et on va s'amuser, mais toujours avec retenue évidemment parce qu'on est professionnels. Hugo, merci d'avoir répondu à mes questions et puis on vous souhaite sur Monaco Info plein de belles choses pour 2023. Merci beaucoup, merci à vous. Ce n'est pas aussi violent, mais cela demande tout autant de discipline, de travail et de sacrifice, la danse. Eh bien, une idée sortie pour ces fêtes de fin d'année avec les ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, les ballets qui jouent Faust, une chorégraphie créée en 2007 par Jean-Christophe Maillot. José Sacré a assisté à la première dans une salle des Princes archi-comble. Le reportage. Le spectacle à voir absolument à Monaco au Grimaldi Forum jusqu'au 31 décembre, c'est Faust par les ballets de Monte-Carlo, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Un ballet présenté pour la dernière fois à Monaco en 2014. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous l'avez monté cette année? Non, la raison particulière, c'est parce que c'est une œuvre que j'aime. Je suis très heureux en plus de retrouver vraiment l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo ainsi que les chœurs de l'opéra. Parce qu'il y a une osmose et une complémentarité qui fait que le spectacle devient, oui, j'ai presque envie de dire grandiose. Et c'est pas quelque chose qui est finalement si courant pour la compagnie de retrouver tous ces corps de métier ensemble sous le même toit pour le même spectacle. Avec la musique additionnelle de Bertrand Maillot, la musique choisie par Jean-Christophe Maillot pour ce ballet est la Faust symphonie de Franz Liszt.
Ça fait partie de ces œuvres qu'on, pour raison XY, on laisse un peu de côté et pourtant elle est d'une force assez incroyable. Elle est alors vraiment symphonique, c'est-à-dire que je crois que c'est un des ballets les plus symphoniques que j'ai fait, là où tout le corps de ballet est mis en action, à part au deuxième acte où c'est un long pas de 4, mais il y a vraiment cette relation forte comme ça, quelque chose de choral, quelque chose qui est très généreux dans sa composition, et puis très parlant, très lyrique. Et finalement, c'est souvent quelque chose qui est un peu dangereux parce que ça envahit un peu la danse. Et là, c'était intéressant de voir comment à la fois on peut y répondre et puis parfois aussi disparaître un peu pour laisser juste la musique exister avec sa propre force, quoi. 2022 a été une très belle saison pour les ballets de Monte-Carlo. 2023 devrait être riche également. Dès début janvier, la compagnie s'exportera en Espagne, que ce soit à Madrid ou à Séville. Et dans un autre registre, mais toujours dans le domaine culturel, une autre idée sortie au Théâtre des Muses avec le spectacle de cabaret Les Vilaines, un show musical qui évoque les grandes revues parisiennes. Ça sera ce jeudi et vendredi à 20h30 et le samedi 31 décembre à 20h. Le village de Noël fermera ses portes le 2 janvier. Vous y avez probablement fait un petit tour, que ce soit pour les boutiques, dans les chalets, ou encore pour les gourmandises, salées ou sucrées. Eh bien, si vous avez encore un petit peu de place après les repas gargantuesques de Noël, voici un tour d'horizon de ce que l'on peut y déguster avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Le village de Noël vous fait voyager cette année sur l'archipel de Spitsberg en Norvège. Une quarantaine de chalets accueillent les visiteurs sur le port Hercule. Produits artisanaux, idées cadeaux, décorations de Noël, mais aussi de nombreuses spécialités culinaires. Les stands gourmands ne désemplissent pas et ravissent le palais des fins gourmets, comme la boucherie et Hubelou, qui attire les amateurs de viande. Notre spécialité première, c'est les cochons que vous avez juste ici, là, grillés au feu de bois. Et ensuite, on a plusieurs choses que vous pouvez voir sur le grill, là, la caméra. On a des épis de maïs ou de l'andouillette de Troyes. On a aussi des brochettes de bœuf, brochettes de poulet. Et des saucisses, veau et porc ou juste porc et aromatisées au comté aussi. Elles sont très très bonnes. Cette année, écoutez, on a toujours nos fameuses frites qui font l'unanimité depuis plusieurs années. La viande de notre partenaire, pareil, Formia, la boucherie parisienne que les locaux connaissent bien. Pareil, toujours les mêmes principes, les mêmes procédés depuis 2015. Les cheeseburgers, les plats cuisinés, l'adobe, l'entrecôte grillée, la picanha de bœuf d'Argentine, voilà. La Bourriche, quant à elle, vous offrira un air du large en réveillant vos papilles avec ses produits frais venus de la mer. Des huîtres, des oursins, des crevettes, soupe de poisson, frites moules. Moule frites plutôt, dans le sens inverse, et du vin, beaucoup de vin. Bien connu à Monaco depuis quelques années maintenant, un autre chalet attire les visiteurs pour son terroir et pour son authenticité. Le refuge des Pyrénées propose de nombreuses spécialités culinaires venues tout droit du sud-ouest. Nous, on propose des produits de notre région, on est du sud-ouest, limite Pays Basque, Landes. On est du bas, on fait tous les produits de la région, c'est-à-dire magret, sauce foie gras, tout ce qui est à base de canard. Après, on fait le cassoulet landais avec des beaux haricots tarbés. On fait des assiettes un petit peu espagnoles, style tapas, charcuterie espagnole, pata negra. Et si à l'approche de Noël, les confits, les magrets et les foie gras de canard font sensation auprès de la clientèle, une fois les fêtes passées, ce sont les salades landaises qui prennent la tête du classement, régime oblige. Mais en attendant, les plus gourmands pourront se régaler avec les gaufres, les crêpes ou encore les têtes de choco. Nous faisons les gaufres, spécialité de la maison Rodi, les crêpes, différents nappages. On a un nappage de crème de citron maison qui est faite sur place ici. On a bien entendu les pâtes à tartiner au chocolat, le miel de Biscarrosse, qui est un apiculteur qui nous a fait faire des petits pots exprès, et toutes les spécialités de glace à l'italienne, des panini au Nutella. C'est dans un moule. Il y a un moule à l'intérieur, ils mettent du blanc d'œuf battu, ce qui fait une sorte de mousse. Et en dessous, on a une petite gaufrette. Et par-dessus, ils mettent le chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, comme vous voulez.
Fabriquée en Alsace, les têtes de choco offrent 30 goûts différents afin de plaire au plus grand nombre. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour venir découvrir le village de Noël qui vous plongera sans aucun doute dans la féerie des fêtes de fin d'année. Pourra-t-on se balader ce jeudi du côté du village de Noël et plus largement dans Monaco? La réponse avec la météo de Yannick Debevert. Pour cette journée du 29 décembre, le ciel sera bien chargé, surtout dans l'après-midi. Le soleil aura du mal à faire sa place, mais les températures resteront stables. Prévoyez entre 10 et 12 degrés ce jeudi. Ce 29 décembre, les Davids sont à l'honneur et c'est également la journée mondiale des tropiques. Une région qui s'étend entre le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. C'est une zone géographique essentielle qui couvre 40% de la superficie de la Terre et dans laquelle se trouve environ 80% de la biodiversité mondiale. Merci Yannick pour cette météo et ce petit cours de géographie. On passe à la rubrique rétro et on va laisser la parole à Théo Andan de l'AS Monaco Athlétisme qui a vécu une année incroyable entre les championnats du monde et d'Europe aux 400 mètres par équipe avec la France. Voici son fait marquant de l'année 2022. Mon moment qui m'a le plus marqué dans cette année 2022, c'est la finale des championnats du monde à Eugene. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'énorme de courir avec des athlètes que j'admire, notamment Michael Norman, champion du monde du 400 mètres. Et voilà. Courir plus vite, les mondiaux lui ont probablement servi puisque quelques mois plus tard, Théo Andan a décroché le bronze aux 400 mètres par équipe avec la France lors des derniers championnats d'Europe. Les photos de fin sont naturellement consacrées à un homme qui a particulièrement compté en principauté pendant une vingtaine d'années, l'archevêque émérite de Monaco, Monseigneur Barsi, dont on vient d'apprendre la disparition. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez à la présentation jeudi 19h Sébastien Borgna. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.